Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus attendre, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Vladimir Poutine est réélu président de la Fédération de Russie. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi nous a partagé ses impressions de ce scrutin et les attentes de son pays du prochain mandat de Poutine. L'élection présidentielle russe a battu des records en termes de participation et de nombre de voix obtenues par le président élu. 2 experts maliens ont évalué ce phénomène. Des observateurs africains étaient présents en Russie pour surveiller le bon déroulement de l'élection. Ils ont livré leurs expériences à notre micro. Le verdict des urnes est tombé en Russie. C'est Vladimir Poutine qui est sorti grand gagnant de ce scrutin avec un score de 87,28% à l'issue du dépouillement. La participation était la plus haute de toute l'histoire de la Russie moderne. 77,44% des électeurs se sont prononcés à l'occasion de ce scrutin. Il faut remonter aux élections du premier président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie en 1991, dans ce qui s'appelait encore l'URSS, pour retrouver un score équivalent avec 77,66% de participants. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, le très honorable Gelazé Daniel Ndabirabe, a fait le déplacement en tant qu'observateur électoral. Il m'a confié ses impressions, mais aussi les attentes de son pays du futur mandat de Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Très honorable Gelazé Daniel Ndabirabe, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Et donc, quelle est votre réaction à la victoire de Vladimir Poutine ? D'abord que nous profitons de cette heureuse occasion pour porter de tout notre cœur, autrement dit, en tant que président de l'Assemblée nationale du Burundi, de la République du Burundi, en tant que représentant du peuple, et même je dirais presque l'envoyé spécial de son excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, nous félicitons beaucoup, très profondément, son Excellence Vladimir Poutine pour avoir été réélu comme président de la République encore une fois. Nous disons que, et c'est ça que nous avons vu, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir été élu. Et le peuple de la Fédération de Russie ne s'est pas trompé. Il a réalisé beaucoup de choses. Ce sont les actions, les activités qu'il a menées dans ce pays, qu'il a conduites dans ce pays, en fait, qui l'ont fait réélire son Excellence M. Poutine, encore une fois, aujourd'hui. Et selon vous, comment la victoire de Vladimir Poutine contribuera aux relations entre la Russie et les pays africains ? Et surtout, que faut-il attendre de son nouveau mandat ? De ce nouveau mandat, nous attendons beaucoup de choses. Non seulement donc par rapport au peuple de la Fédération de Russie, par rapport donc aux pays du monde, et spécialement par rapport aux pays qui sont en train donc de participer ou d'entrer ou d'intégrer les BRICS. C'est quelqu'un qui, à travers donc son action politico-diplomatique dans tous les sens, sans parler du sécuritaire, c'est quelqu'un qui a marqué la communauté internationale, tous les pays du monde, ou plus simplement pour dire qu'il a marqué l'humanité tout entière. Aujourd'hui, à l'extérieur, partout, c'est la Fédération de Russie qui est parlée, c'est son excellence M. Poutine, donc, qui est sur tous les médias, sur tous les podiums. C'est vraiment une élévation de la Fédération de Russie. Il a élevé ce pays à un niveau très haut. Il faut la remercier. Pour les pays africains, nous savons qu'aujourd'hui, il va conduire donc les BRICS. Pour nous, c'est ça qui nous intéresse davantage. Dans le cadre de cette recherche de la multipolarité, nous pensons que tout le monde va en profiter. Bien sûr que ce qui comptait sur
la monopolarité, ceux-là, ils ne seront pas contents. Mais ils verront plus tard qu'un monde équilibré, c'est le monde que tout le monde souhaite et c'est le monde qui est vivable et c'est le monde qui donne de l'espoir vers le futur. Et à travers lui, à travers donc cette élection, nous savons que, et nous avons tout l'espoir que cet équilibre tant recherché du monde, cet ordre nouveau, en fait, pourra être renforcé, consolidé. Je ne dirais pas qu'il sera atteint, mais la démarche sera donc renforcée, sera consolidée pour qu'enfin on puisse effectivement arriver à bon port. On va revenir sur ces élections russes. Malgré toutes les tentatives occidentales de discréditer cette élection, on a un taux de participation qui a battu un record puisque le taux de participation au cours de ces dernières élections est le plus haut jamais enregistré dans l'histoire de la Russie moderne. Et donc, que signifie pour vous cette forte participation des électeurs russes ? Mais c'est ça que je disais, monsieur le juré, c'est ça que je disais tout à l'instant. En fait, on l'a plébiscité parce que son action, comme je disais, son action à travers le développement du pays, il a élevé l'économie de ce pays, il a élevé l'unité de ce pays, il a élevé la réconciliation, je dirais, de ce pays, la reconnaissance des peuples, puisque vous en avez beaucoup ici. En fait, partout, il a travaillé, sans parler des relations extérieures, sans parler de l'élévation de tout, au niveau de l'humanité tout entière. Regardez, aujourd'hui, tout le monde souhaiterait aujourd'hui, même ceux qui ne le disent pas, ils souhaiteraient aujourd'hui être amis de ce pays ici. Parce qu'on voit effectivement qu'à travers Vladimir Poutine, il y a énormément de choses qui ont été faites. Mais plus souvent, on dit, chez nous, quand on fait quelque chose, beaucoup de bien, plus souvent, on ne s'en rend pas compte soi-même. On ne sait pas qu'on est en train de réaliser des choses. Mais nous qui sommes à l'extérieur, c'est nous qui sommes témoins. C'est nous qui sommes témoins de ce qui se passe ici. Vraiment, c'est extraordinaire. Il fallait le réélire parce qu'il le méritait si bien. Et votre visite, je vais quand même rappeler pour nos auditeurs, intervient sur fond de cette élection présidentielle en Russie. Vous êtes venu pour surveiller le vote, notamment. Et comment s'est déroulé le vote ? Oui, encore une fois, non seulement que j'ai assisté au vote, mais encore que j'ai pu assister à l'exposition et je vais en parler dans quelques instants. Le vote, il a été d'abord un vote transparent, dans toute la transparence, un vote libre, où il n'y avait pas des bousculades ou des expressions de nature négative. Non, peut-être que l'un ou l'autre pouvait être fâché, puisque celui peut-être qui ne voulait pas la victoire donc de son Excellence, M. Poutine, bon, pour lui, il pouvait se fâcher, c'est normal. La société est ainsi faite, l'homme est ainsi fait. Mais quand on regarde l'organisation était transparente. Et puis, ceux qui voulaient demander ou s'enquérir de ce qui se passait, ils ont eu des explications. Nous-mêmes, nous en avons eu. Ceux qui voulaient, par exemple, entrer pour voir ce qui se passait, ils sont allés, ils ont vu. Donc, il n'y avait rien à cacher. Ils n'ont rien caché. Ça, c'est déjà bon. Autre chose, c'est que la participation très écrasante, donc, des électeurs, de la population aux élections. Quand vous dites qu'on n'a jamais vu un si grand nombre donc, de participants, ça c'est déjà un signe très éloquent, très parlant, qui montre que le candidat ou le candidat est bien aimé. Le candidat était bienvenu. Déjà, la population l'a accepté déjà à travers la participation. Ça, c'est de deux. De trois, il y a eu, je dirais, quelque chose qui va de pair, la légitimité. Le peuple de la Fédération de Russie l'a lui-même légitimé à travers donc cette démarche démocratique, cette démarche libre, cette démarche transparente, cette démarche, je dirais,
cette démarche qui a respecté donc tous les standards internationaux en matière donc d'élections démocratiques. Et nous en profitons pour dire félicitations. Félicitations au peuple de la Fédération de Russie. Félicitations donc à son excellent M. Poutine. Il était vraiment attendu. Nous avons pu entrer donc dans les bureaux de vote. Ce que nous avons remarqué, on nous a expliqué librement. Mais nous étions des étrangers, mais on nous a expliqué librement, gentiment. On nous a dit, bon, ici, la première étape, on se fait identifier. La deuxième étape, on fait le choix. Donc, si on va passer au mode classique électoral ou bien si on va passer au mode donc électronique. Et c'était vraiment très librement, très simplement et très humblement. Et là, ce que nous avons vu, c'est qu'une explication qui est très moderne, c'est que le mode électronique, c'est un mode donc après qui permet d'élire dans 2 minutes. Ou même un peu moins pour ceux qui sont rapides. De 2, c'est un mode qui permet aux électeurs même de voter chez eux à travers le téléphone, avec usage du téléphone. Et dans 2 minutes, il a fini. Et là, nous avons vraiment apprécié très positivement. Alors moi j'ai une question que je voudrais vous poser à ce sujet. Ouais. Pourquoi votre délégation est-elle venue en Russie pour surveiller cet événement? Et surtout, à quel point est-il important d'observer le processus sur place où pourtant on dispose d'informations de première main? D'abord que nous sommes habitués donc à faire des observations au niveau international. Nous avons été dans beaucoup de pays africains pour faire l'observation des élections. Je peux citer entre autres la Tanzanie par exemple. Là, on a été au Kenya, on a été au Zimbabwe. Et là, on utilisait donc des moyens aussi, je dirais, modernes, mais qui n'ont rien à voir avec le vote électronique, donc l'outil électronique que vous avez utilisé ici. Ici, c'est vraiment au top, si on peut dire. Et là, j'ai été comme le pays ici, c'est un pays ami au Burundi, à la République du Burundi. Alors donc, nous-mêmes, nous en avons parlé et ils ont trouvé que c'était correct, même commode, de nous interpeller pour que nous puissions venir appuyer donc les élections qui étaient en train, donc dans l'observation des élections qui étaient en cours ici. Et on nous a écrit, on nous a invités, nous sommes sans tarder, nous sommes venus. Et là, nous sommes venus non seulement que on nous avait invités, mais encore que nous avions aussi à consolider le CV, le CV donc du pays, de notre pays, que effectivement, quand quelqu'un est du tout dans la joie, alors donc si c'est un ami, il faut être à ses côtés. Nous pensons que là, nous avons été présents. Et pour nous, c'est comme ce qu'on parle d'une victoire, pour nous, c'est vraiment une très bonne chose. Est-ce que vous avez remarqué des irrégularités durant le vote? Non. J'ai pu circuler, mais justement, moi j'avais plutôt l'inquiétude. Avec ce mécanisme électronique, je me disais peut-être que quelqu'un quelque part pourrait pirater le cheminement ou le processus. Mais on m'a dit depuis qu'on applique cet outil électronique en matière donc électorale, qu'on n'a jamais vu un piratage quelconque. Jamais. Et là, j'ai été rassuré. Il y avait également beaucoup d'observateurs africains qui sont venus, comme vous, pour surveiller l'élection présidentielle. On voit que l'Afrique s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe en Russie sur fond d'intensification des relations russo-africaines. Pensez-vous que c'est une tendance prometteuse? Mais bien sûr. Selon nous, si ça pouvait peut-être donc aller beaucoup plus rapidement, ça serait donc pour franchir toutes les étapes nécessaires. Donc ça serait très important, vraiment hautement significatif. Pour nous,
Les pays africains, ils sont intéressés et ça ne peut se passer autrement. Parce que les pays africains, bien qu'ils ne parlent pas beaucoup, qu'ils n'élèvent pas le ton, mais plus souvent, ils se sont plaints contre certains mécanismes de néocolonisation qu'on a vu se développer chez eux, contre eux, contre leur volonté, contre leur système de gouvernement, contre leur culture. Et tout le monde, les Africains, tout le monde donc s'en plaint. Alors, à travers maintenant le nouvel ordre qui vient, qui est en train de venir, qui va s'installer, finalement, les pays africains, je parle surtout pour les pays africains, ils ont vu où se trouvaient leurs intérêts. Où se trouvent leurs intérêts. Et c'est pourquoi les pays africains, ils veulent effectivement venir nombreux. Parce que c'est à travers donc les BRICS qu'ils ont vu effectivement, qu'ils ont fondé leur espoir du changement. Leur possibilité de faire partie de ce nouveau monde, donc de ce nouvel ordre. Et un ordre où il y aura l'échange d'égal à égal, le respect mutuel, la liberté, la vraie liberté de pouvoir exercer son propre pouvoir dans son pays. Autrement dit, la souveraineté des peuples et des peuples donc de différents pays. Et c'est ça qu'on recherche et c'est ça qui nous attire d'avant. Oui, il y avait au niveau quand l'URSS existait à l'époque, l'URSS avait aussi des amis, mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un nouvel ordre où tout le monde voudrait effectivement s'intégrer pour qu'on puisse réaliser effectivement notre souveraineté, notre volonté de pouvoir nous gouverner nous-mêmes. Et puis, avoir donc rentré dans cette forme donc de coopération d'égal à égal, de gagnant-gagnant. Nous pensons que personne ne peut s'y opposer. Personne, même ceux qui hésitent encore, ils viendront, absolument. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du vote électronique, parmi les innovations technologiques qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a d'autres processus qui vous ont marqué pendant ce vote russe? À la table d'accueil, j'ai vu par exemple beaucoup de personnes puissent donc se faire enregistrer, se faire identifier en même temps. J'ai vu, par exemple, que 6, là où j'ai circulé, j'ai vu que 6 personnes, par exemple, pouvaient se faire identifier en même temps. Ce qui facilite donc la rapidité au niveau du processus. Une autre chose, c'est la rapidité des résultats, de la connaissance des résultats. Ça a été très rapide, parce que aussitôt que quelqu'un vote, en fait, le résultat rentre dans la base de données électorale immédiatement. Et ça, c'est une très bonne chose. Puisque au lieu de passer à tous les échelons, dire qu'on va passer du niveau A, du niveau à la base de la population, du niveau intermédiaire, du niveau, etc. Non, ici, c'est la machine qui renvoie, la machine électronique qui renvoie partout où vous êtes. Ça renvoie au niveau central. C'est une très bonne chose. Vraiment. Ça, c'est une innovation, en tout cas pour nous, c'est une grande innovation. On va passer à un volet plus international. Vladimir Poutine, dans une récente interview, a souligné que les dirigeants africains ont eux-mêmes voulu travailler avec la Russie et que Moscou n'avait pas évincé la France de l'Afrique. Pourquoi alors les pays africains recherchent-ils de nouveaux partenaires avec des pays autres que les pays occidentaux, à votre avis? Justement, c'est que les pays africains ont fini par voir où se trouvait leur intérêt. Je vais dire quelque chose, mais peut-être pour certains, ça va les fâcher. Ici, les opérations militaires en Ukraine, dans ce conflit donc, qui oppose l'Ukraine donc, à la Fédération de Russie, c'est dommage donc, qu'il y ait eu, qu'on soit arrivé à ce niveau. En tout cas, les pays africains n'ont pas souhaité ça. Nous ne le souhaiteraient même pas. Mais, pour toute chose, malheur est bon. Pour toute chose, malheur est bon. Même dans quelque chose qui est noir, on peut y trouver quelque chose qui est blanc ou quelque chose qui est, je ne sais pas comment, d'autres couleurs. Ce conflit a ouvert les yeux, grandement les yeux, aux peuples africains.
Et à travers les explications, les justifications qui ont été fournies par les uns et les autres, nous avons compris ce qu'on n'avait jamais su. Et les Européens eux-mêmes, vraiment, ils nous ont informés sur tout, même sur tout ce que nous ne savions pas. Ils nous ont donné toute l'information en nous éclairant. Ils ont été la lanterne pour nous montrer, vous les Africains, voilà où se trouve votre intérêt. Nous avons suivi où, effectivement, la lanterne qui était en train d'être placée par donc, les Européens et les Américains, ils nous ont montré où se trouvent les véritables problèmes. Par exemple, je vais vous donner un exemple très patent. C'est que nous avons finalement compris que les monnaies, le dollar, que l'euro, en fait, ce sont des monnaies flottantes. Que, en fait, leur survie, la survie de ces monnaies, dépend des matières premières qu'on puise en Afrique. Autrement dit, ce sont les pays africains qui font vivre les monnaies de ces différents pays. Nous, c'est à travers les informations qui étaient données par donc les Européens eux-mêmes, surtout les Français. Surtout les Français. Ils ont tout dit. Peut-être par la colère, peut-être par cela. Mais des chercheurs, en tout cas, des économistes, finalement, ils ont révélé cette vérité. Nous avons dit, maintenant, là, comme c'est nous qui faisons, nous les Africains qui faisons vivre donc ces monnaies, alors donc, fermons les yeux. Fermons les yeux. Notre intérêt ne se trouvait plus là-bas, mais ailleurs. Et c'est pourquoi donc, les Africains, ils ont réagi très positivement à l'égard des BRICS. Parce que les BRICS, donc, nous rassurent. Mais il y a bien sûr un grand travail à faire. Pour que certaines réalités puissent donc être atteintes au niveau des BRICS. Mais là, dans cette direction, il y a vraiment de l'avenir. Il y a vraiment du futur. Donc, quelqu'un qui vous dit, on va faire les échanges d'égal à égal. C'est ça que nous recherchons. Mais au lieu de nous imposer des idées contraires, mais contre notre peuple. Dernièrement, j'ai entendu sur les médias, on dit, c'est même dans France 24, on dit, oh, le Burundi, le président de la République du Burundi rejette l'homosexualité. Vraiment, c'est... Nous avons dit, mais c'est quoi? Nous avons notre culture. Nous avons notre Dieu à nous. Nous avons conclu un accord avec notre Dieu, notre Éternel. Et maintenant, on veut nous en détourner en nous imposant l'homosexualité. Nous avons dit jamais, jamais, jamais. Nous sommes prononcés en disant, si ce sont des fonds qui viennent à partir de l'homosexualité, nous rejetons ces fonds. Nous allons vivre humblement, mais dignement. Voilà, par exemple. Et on nous a imposé des sanctions. On nous a collé des sanctions presque économiques, comme quoi les appuis budgétaires qu'on nous avait promis, on les suspend, etc. Nous avons dit, tant pis. Mais pourvu que nous restions dignes, nous-mêmes. Voilà. Vous avez parlé du conflit en Ukraine tout à l'heure. On a Emmanuel Macron qui a fait une récente déclaration en ouvrant la porte à l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Et donc, Moscou a mis en garde, évidemment, contre ce projet mis en avant par le président français. Et quel risque voyez-vous pour votre région si ce plan venait être mis en place ? C'est un peu bizarre et contradictoire. Un pays qui se dit démocratique, qui prêche toujours les droits de l'homme, qui dit la démocratie, la liberté, mais finalement, et vous passez à côté pour prêcher le contraire, pour donc instruire des idées contraires, notamment des idées de violence. Vous savez que en jetant à la pâture, c'est le mot, vous allez m'excuser, jeter à la pâture des enfants du peuple français pour lui dire allez vous battre là-bas. Pour quelle raison? On dit pour que la Fédération de Russie, pour que la Russie n'ait pas de victoire, ne connaisse pas de victoire. Est-ce que ça, c'est un objectif pour un pays vraiment démocratique? Nous avons entendu, nous avons dit non, ça c'est émotionnel.
c'est vraiment purement émotionnel. Ça, ce n'est pas raisonné. Ce n'est pas raisonnable. Et donc, ça n'aura même pas lieu, puisque même le peuple français ne va pas lui accorder ça. Pousser une telle idée dans le monde. En tout cas, nous les Africains ne sommes pas d'accord. Vraiment. Nous ne sommes pas d'accord. Plutôt, nous prenions la France comme un défendeur des droits de l'homme, un défendeur de la démocratie, et maintenant dire qu'on va envoyer des enfants français pour aller se battre là-bas. On dit qu'il y a des légionnaires qui vont se battre là-bas, mais qu'est-ce qui en est advenu des autres qui sont allés là-bas, notamment les mercenaires qu'on a souvent dit. Qu'est-ce qui est advenu donc à eux? Et puis on dit, il faut envoyer encore des enfants donc du pays, je veux dire, la France, pour aller se battre là-bas. Mais c'est irraisonnable. Et puis autre chose, nous, ce que nous ne comprenons pas, pourquoi prendre cette position de dire que la Fédération de Russie, en fait, n'est pas européenne, donc la décoller du monde donc européen. Mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Regardez, quand je regarde ici, par exemple, ne fût-ce que les véhicules, sur au moins peut-être 10 véhicules qui passent, vous allez trouver des véhicules européens, d'origine européenne, donc d'origine européenne au moins 7 sur 10 qui passent. Et là, et vous dites qu'ils ne sont pas européens. C'est un petit exemple. Vous voulez qu'on les mette où? Donc, vous prenez ce prétexte qui ne sont pas européens pour s'en débarrasser, pour finalement aller mener la guerre contre donc la Fédération. Non, ce n'est pas. Il n'y a pas d'argument. Et quels seraient les risques pour votre région de l'envoi de militaires en Ukraine? Quel risque cela ferait-il peser pour votre région en Afrique? Mais maintenant, nous sommes victimes donc de, par exemple, les céréales qui circulaient, le pétrole qui circulait facilement, etc. Il y a beaucoup de risques, beaucoup donc d'inconvénients. Donc, et avec l'escalade militaire, au niveau de la sécurité, donc de l'insécurité, on va déstabiliser le monde entier davantage. Et nous allons en pâtir. Il y a les relations qui vont être exècres, donc des relations qui vont s'empirer. Autrement dit, où chaque pays finalement va trouver un autre pays, va commencer donc à le soupçonner d'être ennemi, ami de celui-ci, ami de celui-là, etc. Donc, dans cette escalade, tout est possible et surtout le pire. Et pour nous les Africains, nous souhaitons la paix. Et les pays occidentaux même, les pays européens, les Américains, etc., ils ont toujours dit, quand il y a un problème, ça va finir par la négociation. Ça commence par la politique, ça passe par la guerre, l'ouverture des hostilités. Mais finalement, ça revient à la politique, dans la décision finale. Autrement dit, il y aura absolument une négociation. C'est ça qu'on nous a dit tout le temps. Mais aujourd'hui, on nous dit le contraire. Non, il faut envoyer. Non, vous comprenez que c'est... Pour nous, en tout cas, ça ne marche pas. Je vais passer à un autre thème. La Russie coopère avec le Burundi dans le domaine militaro-technique et sécuritaire. Et donc, où en est aujourd'hui cette coopération et surtout, comment la Russie peut-elle contribuer à la stabilité sécuritaire de la région? C'est une question très vaste. Surtout que peut-être donc l'exécutif, au niveau du pouvoir exécutif, on pourrait bien expliquer, on pourrait bien répondre à cette question. Mais je vais me résumer en disant que depuis 1962, lorsque donc le Burundi était encore un royaume, nous avons eu des relations, c'est là où nous avons ouvert les relations diplomatiques entre la Fédération de Russie, à l'époque c'était l'URSS, avec donc le Burundi. La coopération a évolué et chaque fois, nous avons dans cette histoire évolutive et donc de ces relations, de cette coopération, nous avons constaté que l'Union soviétique et plus tard donc la Fédération de Russie a été toujours aux côtés des Burundais. Dans les douleurs, dans la joie,
on a été toujours ensemble. Et d'ailleurs, nous leur en remercions beaucoup. Ils ne nous ont jamais abandonnés. Et ce n'est pas nous qui pourrions se désolidariser donc, de cette coopération, de cette relation fructueuse, de cette relation excellente. Donc, autrement dit, sur le plan sécurité, nous avons bénéficié de beaucoup de formations. Sur le plan diplomatique, nous avons bénéficié de grands appuis de la Fédération de Russie au niveau à l'ONU, dans les instances donc internationales. Tout ça, nous apprécions avec bon cœur et avec humilité. Donc, les formations, par exemple, des étudiants. Si nous avons beaucoup d'étudiants donc, qui viennent ici pour la formation, les formations militaires. Et là, c'est une très bonne chose pour la sécurité du pays. Et ça nous stabilise donc à l'intérieur. On n'a pas besoin de dire que on va envoyer des militaires chez nous. Non. En formant nos propres militaires, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et puis nous y mettons donc le caractère national, le caractère donc local, donc pour ce qui est donc des enseignements obtenus au niveau des formations militaires. Voilà, c'est ça, c'est la façon à la Fédération de Russie, de pouvoir en fait contribuer à la stabilité donc dans notre région. La contribution russe, elle ne passe pas seulement par le domaine militaire, mais aussi par le domaine médical. Absolument. Je vais donner un exemple. Un laboratoire médical doté d'équipements russes a ouvert en février dans votre pays, le Burundi. Et donc, comment évaluez-vous la contribution russe dans la lutte contre les maladies infectieuses dans votre pays ? Ce n'est pas seulement la santé, ce n'est pas seulement le secteur militaire. Et donc, la Fédération de Russie intervient dans beaucoup de domaines. Au moment où je parle, nous venons donc par exemple, le président de la République vient de promulguer une loi sur donc l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc, et nous avons conclu cet accord avec la Fédération de Russie. Ça, par exemple, c'est dans le cadre énergétique, mais aussi dans le cadre économique. Et c'est un domaine, cette énergie nucléaire va nous aider surtout dans l'extraction de nos minéraux. Et là, vous comprenez qu'il intervient dans presque tous les domaines, puisque les minéraux, donc, avec l'extraction des minéraux, il y aura donc des dividendes, il y aura donc des recettes qui pourront donc contribuer aussi à approvisionner d'autres secteurs sociaux de développement, par exemple. Vladimir Poutine a récemment signé une loi sur l'utilisation des actifs numériques dans les règlements internationaux. Et selon vous, quelles sont les perspectives d'utilisation des monnaies numériques dans les échanges avec les pays africains ? Peut-être la question, elle est très compliquée, puisque je la sens très technique. Mais nous n'avons pas, franchement parlant, nous n'avons pas encore eu suffisamment de données, suffisamment d'informations pour que nous puissions dire que oui, ça sera comme ceci, ça sera comme cela. Et ne trouvant pas ces détails, j'en profite donc pour demander aux différentes autorités des pays respectifs qui sont intéressés donc dans ce cadre-là, les Africains notamment, pour qu'on puisse bien clarifier comment les choses vont se dérouler, comment les choses donc vont être appliquées au bénéfice donc de tout le monde. Là, je ne saurais pas donc trop en dire parce que nous n'avons pas suffisamment de données. Je vais terminer avec une dernière question. Ouais. Cette année, comme vous le savez, vous l'avez même dit tout à l'heure, la Russie préside le groupe des BRICS. Et donc, le développement d'un système de paiement alternatif est un des sujets clés de son agenda. Et comment, selon vous, ce nouveau système pourrait-il stimuler le commerce avec les pays africains ? Qu'il soit d'abord donc le bienvenu, comme il a mis le développement alternatif, le commerce alternatif, les échanges alternatifs dans son agenda. Nous pensons que nous ne ferions que le féliciter davantage parce qu'il a pensé à nous. Il a pensé donc non seulement au peuple russe, au peuple non de la Fédération de Russie, mais aussi il a pensé à l'humanité tout entière, en commençant par les Africains et autres peuples dans des autres pays. Autrement dit, ces échanges alternatifs, c'est ça que nous voulons.
quand je disais des échanges d'égal à égal, peut-être des échanges donc qui ne passeront plus par l'exigence donc des monnaies anciennement connues ou utilisées donc dans nos pays, nous pensons que si notre valeur de production puisse être autant valorisée que celle donc qu'on fait ici, à la même valeur de production ici, mais ça, tout le monde devrait absolument apprécier. Tout le monde devrait dire oui, on est d'accord. Donc, autrement dit, dans ce programme, dans cet agenda, les Africains, ils vont effectivement, finalement, manifester leur intérêt à ce programme. Et au niveau du Burundi, en tout cas, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Et même les autres pays sont preneurs. Parce que c'est à travers donc ces échanges alternatifs qu'on dit gagnant-gagnant, qu'on dit d'égal à égal dans le respect mutuel, surtout dans le respect de la souveraineté de nos différentes nations. Nous pensons qu'on y est déjà. C'est ça qu'on a recherché. Et lui, il a pensé à nous, aux pays africains. Et nous allons l'appuyer. Nous allons l'accompagner pour qu'effectivement, ces bienfaits puissent nous parvenir tous. Imaginez-vous que je puisse, par exemple, produire un produit XY, mais que je ne sois pas obligé à transiter par le dollar, par, je ne sais pas, l'euro, etc. Mais qu'on puisse avoir un autre mécanisme de pouvoir échanger. Autrement dit, par notre propre volonté, la volonté des partenaires, des parties, qu'on puisse se dire, voilà, que ce produit-ci, à ce produit-ci, nous opposons ce produit-là. À ce produit-ci, nous opposons ce produit-là. Des deux côtés. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est ça que nous voulons, puisque c'est ça qui va valoriser notre propre production, autrement dit, qui va ouvrir nos différents pays au vrai développement équilibré et humanitaire. C'était Gelazé Daniel Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi pour Spoutnik Afrique. Il nous a partagé ses impressions de l'élection présidentielle russe à laquelle il a participé en tant qu'observateur, mais aussi les attentes de son pays du futur mandat de Vladimir Poutine.